dernière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brézet, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Magnifique, époustouflant, champion du monde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors que nous sommes en plein cœur de l'été, les biathlètes sont en pleine préparation en vue de la prochaine saison. Et c'est en cette fin de mois de juillet que nous allons vous proposer un tour de l'actualité. C'est le premier d'ailleurs de cette intersaison pour l'équipe de Biathlon Live. Nous avions fait précédemment des interviews, des rencontres avec des biathlètes. Désormais, on va s'atteler à l'actualité de ces dernières semaines. Et nous allons notamment revenir sur un gros point. Nous allons faire une grande partie sur une annonce qui a été faite le mois dernier par l'IBU, par un nouveau système de points. L'IBU qui fait donc sa révolution sur le classement général de la Coupe du Monde. On va y revenir en détail sur ce point. Et avant donc de détailler le programme complet de ce tour de l'actualité, je vais accueillir ma doublette féminine pour ce numéro. Je suis accompagné de Marine et d'Aurélie. Salut les filles. Salut Romain. Salut tout le monde. Vous allez bien Aurélie et Marine? Vous avez bien supporté la chaleur de ces dernières semaines? Ouais, pas trop. Moi, j'aime pas trop ça. Je pense qu'il n'y a pas de secret d'ailleurs. Si le biathlon est un de mes sports favoris, c'est parce que je préfère l'hiver à l'été. Mais ça va, on va pas se plaindre non plus. Ouais. Bon, c'est l'été, il fait chaud, mais bon, c'est vrai que là il faisait quand même un peu trop chaud et. Un peu trop chaud. Surtout, oui, toi t'es en Belgique, Aurélie, et même en Belgique, il a fait très très chaud, je crois. Même en Belgique, il faisait trop chaud pour moi. Ouais. Et c'est vraiment que le monde va mal. Le monde va mal, ouais. Mais il faisait pas très beau en Norvège, pas. Enfin, si, ils ont eu, je crois, une petite canicule de 48 heures. À 28-30 degrés. Mais sinon, c'était des 15-16 degrés le reste de l'été. Donc, j'étais un peu... C'est vrai que... Marthe Holzbou, elle mettait des stories sur Instagram 25 degrés en mode crève de chaud. On se dit chacun son échelle. Ouais, après c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le biathlon, mais c'est vrai que l'architecture des maisons est pas faite non plus pour accueillir la chaleur, elle est faite pour la garder. Donc il fait très vite très chaud dans les maisons en Scandinavie parce que c'est fait des pays d'hiver. Par rapport aux maisons ici en France ou dans le sud de l'Europe où les maisons sont plus en pierre, c'est du carrelage, c'est fait pour supporter l'été. Alors qu'en Scandinavie, vraiment, dès qu'il fait un peu chaud, on garde la chaleur à l'intérieur pour supporter l'hiver. Et c'est vrai que l'été, il peut faire très vite très, très chaud dans une maison. Oui. Ok. Bon, merci. Merci Aurélie pour ce point. Conditions météorologiques en Norvège et conditions de vie aussi en Scandinavie. On est en plein été. Art de vivre scandinave, c'est fait. J'allais dire le point Evelyne Delia, mais... Voilà, ça peut peut-être servir à certaines personnes qui nous écoutent et qui veulent vivre en Norvège. Voilà, elles sont déjà prêtes à affronter l'été sur place, mais ça va vu avec ce qu'elles ont affronté en France. Je pense qu'en Norvège, pour s'adapter, ça devrait aller. Voilà. L'acclimatation, voilà. Ok, bon, on va se recentrer sur le biathlon. Donc, comme je le disais, on va commencer dans un premier temps par le nouveau système de points de l'IBU. On va revenir en détail sur chaque point. Il y en a 4 points, donc 3 vraiment sur le classement général de la Coupe du Monde. Puis ensuite, on fera une partie sur l'équipe de France, les Bleus-Bas, qui vont d'ailleurs s'envoler pour la Norvège là dans quelques heures pour leur prochain stage. J'espère qu'ils sont prêts à affronter les conditions dantesques en Norvège, cette chaleur. Ensuite, on va aller sur Annecy pour parler un peu du Martin Fourcade Nordic Festival, le show organisé donc par Martin Fourcade, qui va avoir sa 3e édition début septembre. Et enfin, on va saliver un peu la prochaine saison de Coupe du Monde qui arrive... J'allais dire à grands pas, non, c'est encore très très loin, malheureusement, moins 130 jours encore du départ. On va revenir sur le programme qui a été annoncé il y a déjà un petit moment, mais bon, voilà, on va faire, ça va être nos petits plaisirs de fin de numéro de podcast. Bon, les filles, je crois que vous êtes déjà prêtes, vous êtes d'attaque, c'est parti. Allez, jingle.
Donc bon, bah pour commencer, je l'ai dit, redit, on va s'atteler sur donc ce nouveau système de points de l'IBU, donc qui a, comme je l'ai dit en introduction, a fait sa révolution. Là, on va passer par le classement général, le calcul de la Coupe du Monde, que ce soit chez les hommes et chez les dames, va complètement changer dès l'hiver prochain. Alors il y a 4 points qui ont 4 nouvelles règles qui sont à prendre en compte, dont 3 donc sur ce calcul. Pour commencer déjà, alors je vais déjà les donner les 4 et ensuite on va revenir point par point sur ces 4 nouvelles règles. Alors pour commencer déjà les mondiaux qui ne compteront plus pour le classement de la Coupe du Monde. Quelque chose à prendre en compte. Alors l'IBU, pourquoi l'IBU veut faire ça? Parce qu'en fait, elle veut faire finalement des mondiaux un événement phare et autonome dans une saison. Finalement comme les Jeux Olympiques, qui ne comptent pas d'ailleurs pour la Coupe du Monde depuis les Jeux de Sochi en 2014. Ensuite, toutes les courses seront comptabilisées au classement général de la Coupe du Monde. Donc ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de résultats retirés en fin de saison. Donc ça, je pense qu'on va en débattre parce que c'est un sujet qui fait, je vais dire, couler beaucoup d'encre. En tout cas, c'est comme un sujet qu'on parle beaucoup quand même en fin de saison à chaque fois avec ces calculs qui nous font mal à la tête. On va y revenir. Ensuite aussi, il y a quelque chose aussi de très important, un nouveau barème de points. Fini la victoire à 60 points. Bonjour, celle à 90 points. Et d'ailleurs, les 6 premières places rapporteront plus de points que précédemment. Donc aussi qui est lié, alors un nouveau système de points qui est lié aussi au fait qu'on ne retire plus de résultats en fin de saison. On va y revenir. Et enfin, donc alors comme je disais, donc ce 3 points donc qui étaient liés au classement général de la Coupe du Monde. Et là, un 4e point pour les athlètes au niveau du prize money. Un prize money qui, alors, ne rapporte pas plus de sous pour les premiers, mais en tout cas, les plus de biathlètes seront récompensés sur les courses. Donc voilà pour ça. Donc hormis par contre aussi sur les relais aussi, les 8 premières équipes seront concernées au lieu des 6 premières précédemment. Donc c'est une première évolution. Et il y en aura aussi une deuxième en 2024 où là, cette fois-ci, les prize money augmenteront pour les premiers classés des courses. Donc voilà pour ces points. Donc on va revenir en détail sur chaque point. Donc on va commencer les filles si vous le voulez bien. Donc par le premier que j'ai cité, les mondiaux qui ne comptent plus pour le général de la Coupe du Monde. Pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Moi, j'adhère complètement à l'argument de l'IBU. Je trouve aussi que de faire la Coupe du Monde des courses spéciales, non corrélées, on va dire, aux courses de la saison, que l'individuel des mondiaux, ce soit l'individuel mondiaux et que ce soit pas juste un individuel dans la saison. Donc moi, oui, je trouve que c'est plutôt positif. Ok, Marine, tu es plutôt de l'avis d'Aurélie aussi? Oui, plutôt de l'avis d'Aurélie. Le fait de jouer sur plusieurs tableaux aussi pour ceux qui joueraient le globe et qui seraient un peu submergés par l'enjeu des mondiaux. Voilà, je pense que ça permettrait d'avoir des préparations, on va dire, plus spécifiques à l'image des Jeux Olympiques. Je pense, s'il y en a qui ont envie vraiment d'en faire quelque chose de phare et de se concentrer vraiment sur cet événement d'un jour qui ne compte que comme les mondiaux et rien d'autre, je pense que ça, je trouve ça pertinent. Et pour ceux qui auraient perdu des points en route, face à l'enjeu, ça permet de vraiment dissocier mondiaux et classement général. Et même, j'allais dire, en poussant la réflexion plus loin, mais ça c'est un autre débat, on peut se demander si, vu que les mondiaux ne rapportent plus de points, la pertinence de faire des mondiaux chaque année. C'est vrai que il y a beaucoup de, le fait de faire des mondiaux chaque année, ça enlève quelque part de la valeur, alors que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et quand on compte les titres de certains, on se dit il est multiple champion du monde. Oui, mais il y a des mondiaux tous les ans, donc c'est voilà. Mais c'est pas le cas que pour Okay. Ouais, je me suis fait cette réflexion sur le coup que ça pouvait peut-être remettre en cause la périodicité des mondiaux. Ça ferait tous les 4 ans, du coup. Ce serait peut-être trop
peu. Ou tous les 2 ans, comme. Mais si tu mets tous les 2 ans, Ouais. t'as 2 ans, t'as une 4e année où il y a rien en fait. Il y a une année mondiaux, une année rien, une année mondiaux, une année olympique, une année mondiaux. En ski Non, non, alpin, justement, en ski alpin, ils font tous les 2 ans Ouais. les mondiaux. une année, ou alors une année mondiaux, une année rien, une année olympique, une année rien, une année mondiaux. Ouais, donc ça fait Hmm. une Tous les 4 année. ans. Oui, Ouais, ça ouais, fait. mais les mondiaux, tu peux pas les espacer tous les 6 ans. T'es obligé de les mettre tous les 4 ans, donc il y aurait quand même une année, il y aurait une année blanche, on va dire. Ou alors, faudrait faire une année avec mondiaux et une fois tous les 4 ans avec mondiaux et Jeux Olympiques, ce qui me paraît beaucoup pour le coup, mais bon, ouais, Après, je ça sais ferait pas. peut-être trop peu d'avoir une fois tous les 4 ans, justement, Tous là. les 4 ans, ça me paraît pas beaucoup, mais je suis un peu d'accord Après, sur maintenant, l'idée de ouais. Après, la on est période habitué de... aussi à avoir en plus tous les ans maintenant, enfin, depuis tout le temps, désormais. Donc, c'est vrai que ça ferait un sacré bond, mais ouais, Voilà, c'était c'est une réflexion comme ça, parce que c'est ouais, vrai ouais. que par rapport à la résonance d'un titre de champion du monde par rapport à un titre de champion olympique ou d'un titre de champion du monde dans d'autres disciplines où Hmm. la périodicité est autre, quoi. La C'était périodicité juste. et puis le nombre de courses aussi dans des mondiaux. Ils ont aussi beaucoup de chance. C'est pas ça, mais c'est vrai ils peuvent participer en termes de mondial dans Ouais. plusieurs disciplines, enfin pas plusieurs disciplines, mais plusieurs formats de Oui, courses, ce qui fait que tu peux être triple champion du monde en une semaine, ce qui n'est pas donné à tous les oui, voilà, sports. Voilà. c'est clair, Ok. c'est ça. Et autre point positif que vous n'avez peut-être pas cité, que vous n'avez pas cité, mais que moi je vois, c'est que lors des mondiaux, alors qu'ils comptaient donc pour la Coupe du Monde, les quotas étaient réduits pour les nations. C'est vrai. Ouais. La Norvège, par Mm. exemple, et la France n'avaient que 4 quotas, Ouais. voire 5 quand champion du monde en titre, mais contre 6 sur la Coupe du Monde. On sait que les Français et les Norvégiens, alors je cite eux, mais sont les 6 athlètes sont plutôt dans l'ensemble très bien classés. On peut parler de l'équipe de France, Norvège masculine, pardon. Voilà, ils placent souvent les 6 dans les 20. Forcément, d'en avoir que 4, les 2 derniers qui sont laissés sur le carreau le payent cash. Alors déjà de pas pouvoir Général. participer aux mondiaux, mais surtout aussi sur le général. Il le paye cash au général, oui, c'est vrai. C'est un peu injuste sportivement parlant. C'est un peu le cas aux Jeux Mm. Olympiques aussi, mais c'est vrai que c'est tous les 4 ans. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec. Enfin, aux Jeux Olympiques. Bah, après, aux Jeux Olympiques, ça compte pas, le classe. Ouais, mais c'est vrai que c'est sportivement parlant de pas être qualifié quand tu fais partie du top 15 ou du top 20 mondial, c'est un peu injuste aussi. Mais Il n'y a c'est pas vrai la qu'on double peine. mais il n'y a pas la double peine des mondiaux où en plus ils ont pas la possibilité de gagner des points au général. Mm. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. C'est un point d'ailleurs important. Voire même presque crucial, j'allais dire. Oui, j'avoue que j'avais pas pensé, mais effectivement pour des athlètes plus, j'ai envie de dire top. Non, et par exemple si on prend une Chloé Chevalier, si on prend mais même un Un les Bacon les mecs pareils, en Norvège, un Bacon, voilà, Ouais. qui ouais. fait une Ouais. super saison, qui Enfin, est oui. juste. Enfin, oui, les Norvégiens, oui. Enfin, de toute façon, tous les Norvégiens, voilà. Voilà. C'est facile, voilà. De toute façon, tous les Non, mais Norvégiens sont bien classés. d'être top Mhm. 15 mondial, mais d'être top 5 norvégien, quoi. Enfin, national, c'est vrai que c'est une position qui est dure, quoi. Voilà, c'est Mais sûr. ouais, Après, et injuste. en point négatif, alors, c'était un peu ton point positif, Marine, mais ça peut aussi enlever un peu de piquant à ces mondiaux, de se dire, il y a quand même aussi un double enjeu qui est plutôt sympa lors des mondiaux. Tu sais que tu joues pour une médaille. En tout cas, je parle du point de vue aussi du téléspectateur, où voilà, t'as la course au monde, la course pour le général de la Coupe du Monde aussi, et aussi la course pour la médaille, qui est plutôt sympa aussi à suivre en même temps. Après, c'est sûr que pour les athlètes, pour eux, je pense que ce sera plus confortable d'arriver sur ces mondiaux sans ce double enjeu. Ouais, je pense. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Ouais, Oui. après, c'est vrai que Vraiment en mode prépa spécifique. ouais, après, c'est vrai que les athlètes qui misent que sur les mondiaux, sur les Jeux Olympiques, souvent, c'est vrai, ils misent là-dessus, si tu veux. Donc, je pense Voilà, le classement c'est sûr. général, et c'est pas forcément leur priorité de toute façon, mais c'est vrai que là, ça donne, ça donne une autre perspective aux Ouais. mondiaux, on va dire. Ouais. Et justement, on pourrait se dire, donc, vu que les mondiaux ne vont plus compter pour la Coupe du Monde, donc certains vont peut-être pouvoir faire des impasses juste avant pour vraiment se préparer pour les mondiaux. Et bah non, finalement, peut-être pas, vu que donc l'IBU a décidé de ne plus retirer de résultats en fin de saison. Fini les 2 résultats supprimés, les 2 plus mauvais résultats supprimés
lors de la dernière course. Mais désormais, toutes les courses de la Coupe du Monde, donc hormis aux mondiaux maintenant, compteront à la fin de la saison. Alors c'est une règle hein, qui faisait quand même pas mal débat ces dernières années. À chaque fois que ça revenait en fin de saison, toujours. Il y avait la team pour les résultats supprimés, la team contre, la team je comprends rien à tout ceci, ce mode de calcul. C'est déjà point positif de tout ça. On va plus se prendre la tête pour calculer. Déjà, ça c'est. Le classement n'est plus. Le classement est réel, effectif. Et très lisible et le grand public comprendra ce classement parce que même nous, on va se le dire, on a du mal des fois à calculer, à comprendre. On avait réussi à bien suivre quand même cette année, à bien voir quand Quentin pourrait gagner le résultat. Il y a 2 saisons, quand Thierry Lecoff avait gagné, on avait un peu raté le coche et c'est compliqué à comprendre même pour ceux qui suivent assidûment. Là au moins c'est clair, net et précis. L'année Covid étant encore plus particulière puisqu'il fallait retirer 4 courses plus dans les globes on retirait des courses aussi. Non là c'était vraiment un calcul. Mais bon, il faut reconnaître que la situation, on va dire, imposait peut-être un peu quand même de toute façon un ajustement. Mais là ça n'a a priori plus lieu d'être. Donc il y a 2 écoles. Ouais, du coup vous faites partie de quelle école vous les filles? Vous étiez plutôt pour ces impasses, non, ces résultats retirés en fin de saison ou vous êtes contente qu'on compte toutes les courses à présent? Alors, moi, je pense que, encore une fois, je pense que ça changera pas forcément grand-chose sur des athlètes qui misent les mondiaux, ils ont un objectif, on va dire, c'est les Jeux Olympiques ou les mondiaux, ils feront des impasses de toute façon. Eux, ils regardent pas le général, ils misent tout sur, et ça, c'est souvent des athlètes, à l'exception de Marthe Olsbu l'année dernière, mais c'est vrai que c'est des athlètes qui ne tiennent pas une saison. Donc, eux, ils font leur préparation pour réussir les Jeux Olympiques ou pour faire les mondiaux. Donc, eux, ils en feront quand même des impasses. Je pense que ça changera rien. Après, les gens qui font des impasses pour se reposer un peu en espérant se faire pas enlever de points à la fin du... Je pense quand même que ça rapporte toujours plus de participer en termes de points que de ne pas participer, de faire une impasse. Et puis je trouve peut-être, je crois que c'était l'argument de Samuelson, et il me semble quand même que c'est dommage parce que je pense qu'il y a des athlètes qui sont peut-être pas en très grande forme et qui se forceront à participer alors qu'il serait mieux à prendre une journée de repos, une journée de restitution et donc peut-être parce qu'à la base les résultats retirés c'était pour ça, c'était pour que les athlètes malades ne prennent pas le départ et éventuellement ne contaminent pas les autres athlètes. Et bon, après, c'est devenu un peu plus d'impasse stratégique, on va dire. Mais à la base, c'était vraiment en termes de maladie. C'était vraiment pour que tu ne te forces pas à participer à une course pour gagner des points si tu n'es pas en forme. Et on sait, l'hiver, j'ai rien à vous apprendre, mais l'hiver, on tombe plus malade que n'importe quand dans l'année. Ah bon? Ouais, c'est fou. Ouais, donc forcément, sur un sport d'hiver d'endurance, où tu cours dans température négative, forcément t'as plus de risques de tomber malade. Donc ces impasses-là étaient quand même aussi, par rapport à ça, où forcément on sait que des athlètes tomberont forcément malades durant l'hiver, surtout avec des organismes qui sont fatigués quand t'arrives en fin de saison. Ça peut être compliqué par rapport à ça. Sans parler du Covid de ces dernières années. Oui, Marine. J'ai peur que ça se répercute sur les relais. Parce que c'est déjà un peu c'est déjà un peu le cas sur certains week-ends et que du coup ils perdent que les relais avec les impasses perdent en intérêt pour certains. Les athlètes soient mis au repos pendant les relais, les grands noms, Bon, ce qui, dans un sens, pour certains, permet d'intégrer aussi des nouvelles personnes. Il y a aussi ce côté-là qui rentre en jeu, c'est le 5e ou le 6e qui peut faire son apparition dans le relais par le biais. Ce qu'on a vu en équipe de France tout au long de la dernière saison avec Paul Laboté, avec PO qu'on fait des relais, avec un turnover entre les leaders qu'on fait du repos. Il y en aura peut-être plus, Donc il y a je dirais franchement c'est assez partagé sur ce sujet, mais je trouve que 2 ça me semblait pas énorme comme pareil. comme nombre d'impasses autorisées, effectivement pour une journée où on serait malade, où on serait
Surtout, voilà, surtout que vraiment pas bien. le biathlon, c'est- c'est quand même un sport particulier où c'est vrai que c'est 4 mois très intenses, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de courses dans une semaine, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup de... Et c'est vrai que c'est 4 mois où il court non-stop, quasiment, à part les deux petites pauses entre saisons, mais c'est vrai que ça fatigue les organismes aussi. Ça se voit d'ailleurs généralement en fin de saison, on voit qu'ils commencent à être fatigués. Et c'est vrai que ben enfin ouais, on verra cette saison, hein. Enfin on verra si, s'il y a beaucoup de comment dire de gens qui ne participent pas quand même, s'il y a beaucoup d'impasses ou d'arrêt maladie, on va dire. Mais c'est vrai que je pense que ça pénalise un peu les Scandinaves parce qu'ils ont aussi une autre culture. Une culture de l'impasse, tu t'en parlais tout à l'heure, mais ils ont aussi une culture de quand tu es malade, tu t'isoles. Donc je pense qu'ils s'aussi, ils prennent moins facilement le départ à une course quand ils sont malades par culture ou quand ils sont malades, ils ne participent pas en fait. Alors que j'ai l'impression qu'en France, par exemple, si tu as un truc à jouer, tu joues quand même. Et Oui, voilà, les c'est deux ça. se valent si tu veux. Je suis pas ni pour l'un ni pour l'autre, mais du coup c'est vrai que ça pose, enfin ça sont désavantagés et avantagés l'un ou l'autre, mais c'est vrai que je pense que ça les embête plus les Scandinaves parce que du coup je pense qu'ils se poseront plus la question, voilà, j'ai une sinusite, est-ce que je cours pas, ou je suis enrhumé, est-ce que je cours, alors qu'ils se poseraient moins la question avant en se disant bah c'est ma journée maladie, on va dire. Mais bon, Mm. on verra, Ok. hein. Ok, et pour revenir une dernière fois sur ce point-là, je parlais tout à l'heure de lisibilité hein, de la course, hein, du classement, et ça nous évitera aussi d'avoir un maillot jaune, hein, vainqueur Ouais, de la dernière course, qui ne remportera pas le général de la Coupe du Monde finalement, comme on a vu exact. avec Martin Ouais, Fourcade Mm. en 2020, qui avait remporté ouais, la dernière course et qui pourtant n'avait pas ouais. remporté la Coupe du Monde, ce qui paraît complètement illogique. Ouais, c'est sûr. Moi, Euh, en termes de classement, de lisibilité, et puis là, par contre, c'est totalement positif. Enfin, d'avoir un Oui, classement c'est en temps sûr. réel qui n'est pas un classement potentiel en fonction de la prochaine course. Enfin, en fonction du résultat de la prochaine course, à savoir quel nombre de points t'enlèves. C'est ça qui est très curieux, parce que tu peux être, et voir même aussi, il y avait ces questions de points, si j'arrive à la sixième, si mon coéquipier, si machin arrive à la 6e place, enfin, s'il arrive devant lui, ça lui enlève tant de points. Enfin, tout ça, c'était très, très compliqué, c'est sûr. Donc, c'est vrai que ça va être plus simple. Mm, mm. Alors, on va revenir maintenant sur le troisième point. Alors, un troisième point qui est lié à finalement cette règle hein, qu'on vient de parler hein, sur les résultats supprimés. C'est le nouveau barème de points donc, que je disais. Maintenant, la victoire est à 90 points contre 60 auparavant. Donc, et surtout, il y a une plus grande marge de points entre les premiers. Donc, le premier reporte 90 points, le deuxième 75 points. Donc il y a une différence de 15 points entre la première et la deuxième place contre 6 auparavant. Le troisième a 60 points, le quatrième en a 50, le cinquième 45 et le sixième 40. Et ensuite de la septième à la 40 place pour le sprint individuel et poursuite ça ne change pas. On garde le même barème, mais c'est vraiment entre la première et la sixième place. Les premiers ont plus de points, empochent plus de points, les écarts sont plus grands. Et donc l'IBU a justifié aussi ce plus grand écart. Alors je cite, hein, de sorte que si des athlètes sont contraints de manquer une course pour cause de maladie, donc ce que je disais c'était lié donc aux impasses, ils auront toujours la possibilité de remporter les globes de cristal. Vu que maintenant les courses Ouais. remportent plus de points, qu'il y a plus d'écart entre les Par athlètes. spécialité, par Voilà. les petits globes, ouais. Ouais non, même Ouais. le gros, hein, même le gros globe de cristal Ouais. aussi, hein, vu que les écarts sont plus grands maintenant entre les athlètes. Forcément l'athlète qui était malade, qui a loupé une course et qui enchaîne les bons résultats ensuite, donc on reviendra Ouais. plus facilement sur le premier au classement qui a pu faire toutes les courses. Donc Ouais, la différence se creusera à l'avant ou à l'après, ouais. c'est ça, voilà. Ouais. Peut-être voilà, Mm. il prendra peut-être un 0,90 s'il tombe malade, mais ensuite s'il enchaîne les victoires, il viendra plus rapidement que si par contre auparavant il gagnait les courses, mais que l'autre prenait 6 points, était juste deuxième et donc perdait que 6 points Ouais, par bien course. sûr. Ouais. Donc c'est aussi ce qui justifie un peu les deux règles, les nouvelles règles qui Ouais, sont ouais. liées. Donc, Le deuxième sera moins dans la roue du premier, on va dire. voilà, c'est exactement. Voilà. ouais. Le podium et la victoire sont plus valorisés finalement Mm. par ce nouveau système de points. Euh,
Donc vous êtes plutôt pour, j'imagine, vous comprenez ce choix finalement. Oui, totalement. Qu'une Oui. une victoire soit une belle victoire et rapporte des points en conséquence, qu'il y ait une différence notable entre une première, une deuxième place et une troisième place, je trouve ça totalement pertinent et justifié. Enfin, sans même parler de cette histoire d'impasse ou de points enlevés, je trouve que même avant, ça se valait, enfin, c'était déjà pertinent, même s'il y avait, Ouais. on t'enlevait encore des points, je veux dire. Je trouve que voilà, qu'il y ait une grosse différence entre une première et une seconde place, ça me paraît totalement normal. On sait par exemple dans un autre sport, hein, la F1, avant, ça fait un petit moment, mais je crois que c'était 10, 9, 8, 7, 6, 5, 82, 1 pour les 10 premiers. Hein. Maintenant, la victoire est à 25 points et la deuxième place à 18. Donc eux aussi, tu vois, ils ont valorisé la victoire. Là, donc c'est ce qui est fait. Marine aussi, tu es plutôt pour aussi, surtout que finalement ça compense avec le sujet qu'on parlait tout à l'heure, hein, la suppression des résultats retirés. Oui, ça valorise, je trouve, plus un type d'athlète qu'un autre, enfin entre guillemets. On est plus sur la valorisation de la grosse performance que de la régularité. Et du coup, c'est vrai que en faisant les simulations sur les classements, comment ils auraient été si jamais il y avait eu ce système de points, il y a quand même quelques petits changements. Par exemple, mince, j'ai mangé son nom. Oula, ça fait quelques mois que t'as plus vu de biathlon, t'as tout oublié. Non mais Dorothea Virer, Alim Bekava par exemple, qui monte pas souvent sur le podium et qui est souvent top 10 et perd des places au profit de quelqu'un qui monterait plus souvent sur le podium, mais qui serait peut-être moins régulier, mais qui marquerait des gros points. Donc ça occasionne quand même un changement, mais j'ai envie de dire que les meilleurs restent les meilleurs, même si on voit que ça aurait pu influencer sur le classement général de manière importante sur certaines années, quoi. Oui, d'ailleurs, pour la saison 2019-2020, les vainqueurs du général de la Coupe du Monde seraient différents, puisque alors à l'époque, hein, c'était Johannes Beu et Dorothea Virer, hein, qui avaient remporté la mise. Mais avec cheveu. Ouais, d'un cheveu, oui, même d'un cheveu très très court. Et avec ce nouveau système de points, la victoire serait venue à Martin Fourcade et Thierry Lecoff. Alors évidemment, on va pas refaire les courses et tout ça, hein, mais c'est là on voit, c'est juste pour montrer que avec le nouveau système de points, il y a quand même une différence notable quand même, qu'il peut y avoir des différents changements. Ouais. Il y a d'ailleurs aussi une quelques-uns aussi sur les petits globes de ces dernières années aussi, donc mais ouais, Après, ils attaquent une saison avec cette optique de différence de poins aussi, donc évidemment. Je pense que ça change aussi Oui, une stratégie. C'est pour ça qu'on va pas refaire le classement forcément. Certes. Et on sait surtout que lors de cette saison, Johannes Beu a fait l'impasse sur 2 étapes allemandes, parce que son petit garçon était né aussi durant le mois de janvier. Donc donc pas sûr qu'il a peut-être fait toutes ces impasses, notamment Ripoli. Je pense que si. Je pense que si, mais parce que je pense que voilà, il avait pas. Je pense même qu'il avait vraiment pas il n'avait pas attaqué sa saison en pensant jouer le gros globe. Il se trouve que ça s'est fait. Mais bon, je pense qu'après, quand il est revenu, par contre, et qu'il a vu que c'était toujours jouable, là, il a mis les gaz. Mais je pense qu'il l'aurait fait quand même. Mais bon, après. On parle de petits garçons, de bébés. Le grand frère, Thierry Beu, va être papa dans pas longtemps. Hein. Ouais. On a vu ça, voilà, pour le point baby boom du numéro, mais voilà, je crois qu'il va être, c'est durant l'automne, donc ça va peut-être un peu tronquer sa préparation, mais bon, moi je me fais pas de soucis pour Thierry Beu, il sera là comme toujours. Hein. Ça, et puis Thierry Beu, après, je pense que il a rien à perdre. Il est pas encore là sur les 10 prochaines années, Thierry Beu. Je pense qu'il est. Voilà. Il va peut-être profiter. On verra. Ouais, exactement. Donc oui, alors pour finir donc, sur ces points, Marine, est-ce que tu peux d'ailleurs nous donner l'évolution du barème de points de la Coupe du Monde depuis ses débuts, s'il te plaît?
Oui, alors au tout début du biathlon, Il y a fort longtemps. il y a fort longtemps, fort longtemps. Il faut savoir que c'était seulement les 25 premiers biathlètes qui étaient récompensés par des points, et voilà, le premier gagnait 25 points, et ça allait de 1 point en 1 point jusqu'à la 25e place. Jusqu'en 1985. Et, donc, hein. Voilà, jusqu'en 1985, puis en 1985, donc c'était toujours les 25 premiers, mais on a valorisé un peu plus la victoire. Et en fait, on a fait que augmenter, donc à partir de 2000, encore une augmentation et une valorisation bien plus importante du podium, 20 points en plus pour la victoire. Et là, on s'est mis à récompenser 30 athlètes par des points et non 25. Et en 2008, une nouvelle réforme donc de l'attribution des points, où la victoire donc était encore revalorisée de 10 points. Et là, on s'est mis à récompenser non pas 30, mais 40 athlètes avec des points. Donc voilà, petit à petit, on s'est mis à récompenser plus de biathlètes par des points, mais aussi à créer plus d'écart. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on a créé plus d'écart entre le podium et les derniers athlètes qui remportent des points. Ouais, Gagne des un petits point points, des tout petits points. Voilà. Ouais, 1 point d'écart, ensuite 4 points, 4 points et 6 points, ce qu'on avait ces dernières années entre les deux premiers. Maintenant, 15 points. Donc ça fait une nette augmentation là entre les écarts, mais entre les deux premiers. Mais ouais, en tout cas, on a hâte d'être en début de saison pour voir voilà ce nouveau système de points et voir comment ça va évoluer. Mais c'est sûr que ça peut faire peur, hein, si un athlète se rate direct face à son concurrent direct qui marque 90 points, ça peut ça peut faire des écarts. Ça peut donner un coup sur le casque, hein. Un Martin Fourcade, dans ses grandes années, il aurait pris le large au classement. Il aurait mis 30 000 points, ouais. Il aurait pris le large dès le 3e week-end, si tu veux. Ouais, donc c'est à voir, quoi. À voir, mais on va voir comment ça va fonctionner. Alors, dernier point, donc je le disais, donc qui n'est pas forcément lié, hein, même pas du tout lié un peu quand même, mais donc, au classement général de la Coupe du Monde, mais c'est le prize money. Donc le prize money qui va récompenser plus d'athlètes. Auparavant, sur les courses individuelles, c'était les 20 premiers qui touchaient une prime, allant de 15 000 euros à 1 000 euros, donc de la première à la 20e place. Désormais, ce seront les 30 premiers qui trancheront une prime avec le 30e qui aura un petit chèque de 200 euros. Bon bah... Voilà, c'est toujours ça, mais c'est toujours aussi intéressant pour les athlètes qui sont pas forcément réguliers, je trouve, qui naviguent entre la 21e et 30e place, qui malheureusement ne peuvent pas toucher grand chose, et que là, ils pourront toucher un petit billet. Donc, on va pas forcément débattre dessus, je pense qu'on est plutôt tous contents, hein, oui. que Oui, parce que bon, surtout pour comment dire, les athlètes qui ne sont pas des top athlètes, mais qui sont réguliers. On sait, comme c'est pas évident de vivre, du sport. En tout cas, c'est pas un sport où c'est évident de vivre quand on est dans le ventre mou du classement. Ça rapporte entre guillemets pas grand-chose, alors que les efforts consentis sont aussi énorme, et surtout et là ça permet il y a surtout des inégalités aussi de fédération en termes de rémunération des athlètes, donc c'est vrai que bon, moi ça compensera pas, mais c'est déjà ça, on va dire. On sait aussi que pour la plupart des Français, certains sont suivis par l'armée, la douane, donc ils ont déjà un salaire de base, mais c'est pas le cas de tout le monde, hein, aussi, hein. D'ailleurs en France, hein, parce que pour être suivi pour intégrer la douane ou l'armée, faut faire de certains résultats, je crois, hein, Marine, hein, faut intégrer, faire un top 10 ou je ne sais quoi. Après ils ont, je sais pas, que des critères de ça en fait partie en tout cas, je crois. Hein, ça en fait partie, c'est sûr. Il faut se distinguer et obtenir déjà un statut A. Ouais. Mais oui, du coup, c'est pas. Et puis il y a un nombre limité de contrats pour la douane et l'armée, donc il faut aussi qu'il y ait de la place dans ces contrats, qu'il y ait des places de libre. Donc effectivement, c'est pas évident pour tous les athlètes d'acquérir ce statut qui est un peu le Graal pour beaucoup.
c'est vrai qu'il assure une sécurité, et notamment, je pense parce qu'elle en a parlé dans une interview sur un article consacré à ça, Anaïs Chevalier-Bouchet, pendant sa grossesse, ben voilà, elle n'était pas en train de courir, elle touchait pas de primes, etc. Alors, bah voilà, ça lui assurait déjà un salaire, bon, même s'il y a le sponsoring, etc. Mais c'est quelque chose de stable qui tombe en tout cas tous les mois. Ouais, mais le sponsoring, c'est pareil. Le sponsoring, c'est aussi les gens qui généralement touchent un prize money. Enfin, après, le sponsoring touche aussi les athlètes qui performent, qui gagnent déjà. Enfin, je parle pas forcément de la fédération française, là, je parle peut-être des autres plus petits pays. Donc, c'est vrai que pour avoir un sponsor, il faut performer. Quand tu performes, bah, tu as un prize money. Donc, en fait, c'est un peu. Et c'est normal, je veux dire, mais c'est vrai que c'est les gens qui sont comme tu disais, dans le ventre mou. Je pense qu'ils sont un peu, ils font des bonnes perfs, mais pas assez bonnes. Et c'est vrai que non, je trouve que le prize money, c'est très bien qu'il soit augmenté, voire même qu'il devrait être même un peu plus augmenté. Ouais, bah, Encore d'ailleurs, plus. justement, alors c'est comme je le disais en introduction, hein, c'est une première étape, puisqu'en 2024, il y aura une deuxième évolution du prize money où cette fois-ci, les leaders, les premiers, auront une augmentation de salaire. En tout cas, le prize money sera augmenté pour les 5 premières places, ils toucheront plus. Là, on a vraiment... C'est beaucoup, hein. Il me semble que c'était beaucoup en plus. C'était pas une augmentation de 5-10%, c'était pas une énorme. Enfin, le prize money total, il me semble que c'était une augmentation de 40%, quelque chose comme ça. Ouais, 30 à 40%, ouais. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. En termes de ouais, les budget. 5 premières places ont toujours le même prize money, entre 25 000 et 8 000 euros. Ensuite, à partir de la 6e place, ça a un peu augmenté. Et pour 2022 là, et ensuite ouais, c'est entre la 21e et la 30e place, donc il intègre le prize money. Et comme je le disais, donc sur les relais, alors ils gagnent plus, même les premiers, mais aussi les 7e et 8e donc sont maintenant intégrés dans le prize money. Donc ce qui va aussi toucher les plus petites équipes, hein, enfin en tout cas les équipes qui aussi sont pas forcément régulières, qui on trouve pas forcément toujours au top. Donc ça c'est aussi une bonne nouvelle aussi pour ça. Et oui, donc c'est une première étape avant une autre augmentation en 2024, et on peut que s'en réjouir, hein, pour nos champions, hein, qui bossent dur et qui sont mal en piste. Donc voilà pour ces 4 points. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, de ça. Mais non, il y a plus qu'à voir comment ça fonctionne en réel, en piste. Maintenant, on va passer à un autre sujet, donc l'équipe de France. Donc les Bleus, donc ils ont repris déjà depuis un petit moment, hein, la préparation, hein, en promettant individuel, hein, en mai, puis un stage de reprise début juin à Beaulieu, un stage en douceur, hein, surtout avec du tir de précision. Les choses sérieuses ont été faites surtout fin mois de juin, après Manon, où il y a eu les Bleus ont fait pas mal d'intensité, des tests de VO2 max notamment. Et donc le 3e stage donc va se dérouler dans les prochains jours, ou même actuellement, hein, tout dépend quand sort ce numéro là, avec donc les Bleus qui vont prendre la direction de la Norvège, Aurélie, hein, une terre que tu chéris tant, pour un stage entre le 28 juillet et le 7 août, avec donc un stage, le stage annuel finalement, hein, de l'équipe de France, hein, en Scandinavie, qui va donc se conclure comme toujours, comme généralement, hein, par une participation au Blink Festival du 3 au 6 août. Aurélie, donc ce Blink Festival, est-ce que tu peux nous donner le programme Alors, je vous donne le programme résumé pour le biathlon. Ça se passe à Sandnes, c'est sur la côte ouest, vers les fjords. Et donc, ça commence par la traditionnelle montée du Lisbotten. C'est en fait une grande montée avec des lacets, avec des lacets. Je crois c'est l'Alpe d'Huez. Exactement. En Norvège. Je crois qu'il y a 27 lacets. Je crois qu'il y a une montée à 10% et c'est une montée de 7,5 km. Et là, c'est aussi bien les biathlètes que les fondeurs. Ils partent tous en même temps. Pour ce Lisbotten Up, et c'est quand même, ils en sortent rincés, hein. On les voit arriver sur la ligne d'arrivée complètement rincés. Donc c'est vrai que les biathlètes généralement n'ont pas forcément des très belles places parce que les fondeurs prennent. C'est pas un effort courant, hein, pour les biathlètes notamment, hein, telle montée. C'est sûr, une montée continue, on va dire, c'est sûr. Ouais. Et puis donc le lendemain, le jeudi, il n'y a rien pour les biathlètes.
C'est juste pour les fondeurs. Le vendredi, ça se passera au centre-ville de Sandnes, donc le Voilà. retour en Donc, ville. le retour, ouais, Donc, ces 2 dernières années, c'était à l'extérieur de la ville sur un stade à cause du Covid. Hein. à cause du Covid. Donc là, c'est retour en ville. Et donc là, ils ont sorti le grand jeu à Sandnes avec plein d'activités pour les enfants, pour les adultes. Il y a des concerts tous les soirs. Il y a plein d'activités gratuites autour du nordique. Donc accessible à tout le monde. Donc ça a l'air vraiment sympa. Et donc ça commence le vendredi avec le traditionnel aussi duel de tir entre. Alors je crois qu'il me semble que c'est d'abord les femmes entre elles, puis les hommes entre eux, et puis la meilleure homme contre le meilleur. Non, le meilleur homme contre la meilleure femme. Ouais. Il me semble que c'est comme ça, hein, il me semble bien. Et puis, Oui, c'est pas la meilleure homme contre le meilleur femme. Oui. Oui. non, c'est pas ça. Et puis après, c'est un super sprint. Alors d'abord des qualifications et puis la finale. Un super sprint. Vous voulez que j'explique un super sprint ou c'est bon? Non, Tout le monde sait ce- nos auditeurs Non, sont maintenant de fin sont connaisseurs. maintenant Hein. Ah oui, rodés. ils sont rodés. Mais oui. Alors ça va. Et puis le samedi, eh ben aussi la traditionnelle Mastart qui conclut le Blink Festival, toujours dans le centre-ville de Sandnes. Et en plus, là, il y a vraiment il y a vraiment des podiums. Les podiums sont comme des mondiaux, en fait. Les mondes remise des podiums le soir, enfin, après les courses. Ouais. Ça a l'air vraiment bien. C'est diffusé Ouais, pour, le gros truc. le gros truc. C'est diffusé sur NRK pour les gens qui s'y connaissent, ouais. Et puis, normalement, diffusé gratuitement. Par contre, ça enchaîne, hein, parce que comme il y a du biathlète, du fond, c'est vraiment, il y a pas de temps mort entre les courses. C'est vraiment tout s'enchaîne à la suite. C'est généralement entre 15h et 20h30 pour ceux que ça intéresse. Et puis, oui, et puis voilà à peu près ce qui va se passer au Blink Festival. Mhm. Ah, Mais toujours à un beau noter week-end. quand même, Hein. ouais, bon week-end, puis quand même à noter que maintenant le Blink ainsi que le Martin Fourcade Nordic Festival fait partie du circuit d'été de l'IBU, Ouais. officiellement, dans l'optique de faire du biathlon un sport toute l'année. Donc c'est bien, c'est très bien. Alors, ce n'est pas dit officiellement, mais oui, on se Oh, si, tend vers ça. Forcément. ouais, On va avoir sans doute une Coupe du Monde peut-être prochainement, oui, dans les prochaines années. L'été aussi, ouais, il me malheureusement. semble. Alors sans m'avancer C'est un projet en tout cas, un projet avancé. Alors sans m'avancer trop, il me semble que c'est dès 2023 hein, qu'ils veulent mettre Oui, un enfin, circuit. un circuit, voilà, un circuit estival. Après, Ouais, non, mais c'est de faire aussi avec un système de points et tout ça. Enfin, c'est encore très flou, hein. Honnêtement, Ouais. à part qu'on ait le Nordic Festival, le Blink Festival et le championnat du monde d'été, on n'a pas encore trop d'infos comment ça pourrait fonctionner. Non, Donc, non, mais là, cette année, ça va être On une n'en a pas phase. du tout. Ouais, même. cette année, ça va être Ils une mettent- phase de test, surtout là, pour l'année prochaine déjà. Ouais. Je pense que c'est plutôt, d'après ce que communique aussi bien le Blink et l'IBU, ça me paraît plutôt être une phase de mise en place, de mettre ça en place et de voir comment Ouais. en faire un truc officiel, une compétition officielle, on va dire. À D'ailleurs, point. on n'a pas fait de sujet hein, pour ce numéro-là, mais on aurait pu très bien en faire un. Mais c'est sûr que ça va être intéressant de voir comment ça fonctionne parce qu'on sait que pour ces shows-là, et notamment pour le Martin Nordic Festival, il n'y a pas beaucoup d'athlètes au départ. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc c'est comme c'est assez voilà, ça pose quand même pas mal d'interrogations. Même si on va y revenir, il y a quand même plus d'athlètes cette année sur le show à Annecy au départ. Mais oui, en tout cas, ouais, le Blink Festival, les courses de reprise, hein, d'ailleurs pour l'équipe de France et même pour pas mal d'athlètes norvégiens aussi, hein, les premiers dossards de l'été. Alors évidemment, ce ne sont pas des courses qu'on va prendre en considération hein, pour l'hiver, hein, on est encore trop loin et même voilà, ces courses, c'est des formats qui sont complètement différents de ce qu'on peut voir pendant l'hiver. Mais c'est toujours sympa de les retrouver et de revoir forcément les Français contre les Norvégiens et d'ailleurs il y aura aussi les Tchèques si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va être ainsi intéressant de voir ça et non, ça va être une belle fête et oui, alors pas de diffusion sur la chaîne équipe hein, normalement, mais non, je crois que la Norvège ouvre son canal à l'international pour les courses après sur son site internet à NRK. Il me semble qu'en replay, de toute façon, c'est diffusé. Si c'est pas en live, ce sera possible en replay après la course. Ok. Mais en tout cas, vous aurez comme d'habitude hein, tous les résultats, toutes les infos sur notre site biathlonlive.com. Et alors avant de passer au Nordic Festival, oui après du 25 au 28 août, il y aura les championnats du monde d'été à Ruhpolding avec une start list fort intéressante avec de grosses nations, mis à part la France et la Norvège, ce
ce qu'on peut trouver un peu dommage, mais bon, c'est en tout cas, Ouais. ça va être, pour une fois, ça va être des mondiaux d'été quand même qui vont être très intéressants à suivre parce qu'on aura les Italiens, les Norvégiens, les Suédois, pardon, les Autrichiens, les Allemands, forcément, à domicile. Ça va être de belles courses à suivre malgré l'absence des Français. Donc voilà pour ça et l'équipe de France. Donc le Martin Fourcade Nordic Festival, maintenant on va en parler un peu puisque c'est bientôt, hein, ça arrive très prochainement. Ça le week-end du 2 au 4 septembre avec les premiers noms qui ont été donnés par l'organisation. Donc 4 femmes et 2 hommes. Alors honneur aux femmes. Hein. Alors pour commencer, il y a la tenante du titre qui sera présente, Anaïs Chevalier-Boucher, qui avait remporté la 2e édition l'an dernier sur le paquis d'Annecy. On retrouvera aussi une championne olympique française de la mass start. Je sais que ça va faire plaisir à Marine qui sera sur place aussi. Justine Bressa-Boucher, qui sera là, qui avait déjà participé à la première édition, c'est ça, Marine? Oui. Voilà, elle n'était pas là l'an dernier. Hein. Elle avait fait, elle avait fait podium d'ailleurs derrière les 2 Italiennes. Ouais, Dorothea Leor et Elisa Vitozzi. D'ailleurs, on sait pas encore s'il y aura une Italienne cette année. Mais donc aussi, il y a une championne du monde en titre de l'individuel et aussi du globe de la spécialité, Marketa Davidova, qui sera là. Et enfin, la numéro 1 mondiale, la patronne du biathlon, Martelsbourg-Rosland, qui a répondu favorablement à l'invitation donc, de Martin Fourcade, qui participera la première fois au Nordic Festival. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle pour le spectacle, pour le show aussi. Je pense que Martin Fourcade doit être très content d'avoir Martelsbourg sur place, forcément. C'est chouette. Il y avait Thierry Lecoff déjà l'an dernier, donc d'avoir Martelsbourg, ça c'est super. Et donc du côté des garçons, nous avons la confirmation de 2 athlètes, 2 Français, avec Fabien Claude. Alors Fabien Claude, c'est sa première en tant que biathlète au Nordic Festival, mais pas sur place puisqu'il avait participé au sprint au fond en 2019 pour le Vosgien. Et enfin, Emilia Jacquelin, lui, ce sera sa première participation et on espère qu'il y sera cette année puisque l'an dernier, il devait y être, mais bon, il avait été blessé lors de son stage en Norvège, blessé au poignet gauche, et donc il avait dû déclarer forfait et ça avait sérieusement entaché donc sa préparation en vue de la prochaine saison. Mais en tout cas, Emilia Jacquelin est bien présent sur la start list. Maintenant, on attend les confirmations des autres athlètes. Vous souhaiteriez voir qui, vous? Si c'est intéressant d'en parler. Vous aimeriez voir qui? Moi, j'aimerais bien voir Johannes Beu. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien voir Sturla, moi aussi. Voir Sturla, c'était sympa l'année dernière. Ouais, il avait bien profité, il avait bien Ouais, aimé, il avait bien profité. Il avait gagné d'ailleurs en plus, donc ouais. Ce serait bien d'avoir les 2 tenants du titre en effet. Il avait bien fait le show. Ouais. Et toi, moi, Denise Herman, je serais pas contre. Ouais, Denise. Je crois qu'elle est jamais venue. Ouais. Après, voilà. Après, je sais pas s'il y aura des Allemands puisqu'ils participent aux Mondiaux d'été la semaine d'avant, donc ça c'est peut-être pas certain. Après, les Suédois. Ouais, c'est pareil. Ouais, les Suédois. Oui, c'est vrai que par contre, les Suédois, je crois pas que pour l'instant il y en ait eu. On les voit pas. D'ailleurs, sur les shows, les Suédois, que ce soit alors sur le City Biathlon de Wiesbaden, qui malheureusement qui n'aura pas lieu cette année, ou même au Nordic Festival, les Suédois ne sont pas forcément présents. Donc, ça les intéresse pas. Ouais. Oui, parce que je pense pas qu'ils soient pas invités. Oui, je pense, oui, en effet, je pense forcément ils ont une petite invitation, mais. Ouais. Mais oui, après, voilà, peut-être une italienne aussi. Après, Marketa Davidova, elle fait sûrement les mondiaux d'été. Oui. Et elle sera là, donc je sais pas si ça bloque vraiment. Ouais. Tout dépend après de ce que décident aussi les coachs, tout ça, parce qu'on sait que les coachs allemands d'ailleurs ont décidé, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas le City Biathlon de Wiesbaden cet été, qui ont décidé de faire d'alléger le programme cet été, après une des dernières saisons assez costaud. Donc c'est pour ça et en plus vu qu'ils étaient un peu dans l'obligation de participer en plus aux mondiaux de RuPauling, vu que c'était à domicile, donc ils ont décidé d'alléger un peu le programme en fonction de ça, et donc on verra si Franziska Preuss reviendra, l'allemande qui était présente l'an dernier et qui était montée sur le podium avec Anne Chevalier-Boucher et Thierry Lecoff l'an dernier. Donc
Voilà, donc on a hâte de voir la start list complète. Et d'ailleurs, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais donc une start list qui est plus grande que les années précédentes. Cette année, il y aura 24 biathlètes contre 16 les années passées. Donc 12 hommes et 12 femmes, contre 8 hommes et 8 femmes précédemment. Donc peut-être, en fonction du circuit estival qui va voir le jour en 2023. Donc ça va être à voir. Ça va être intéressant de suivre. En tout cas, d'ailleurs, vous les filles, donc Marine, j'ai un peu spoilé, mais tu seras sur place. Normalement, tu es présente au Martin Fourcade Nordic Festival. Oui, je serai présente. Et puis voilà, ce sera le jour de mon anniversaire. Donc ça fait 2 ans. On dira pas ton âge, mais oui. Non, c'est un âge qui commence à faire mal, donc. Voilà, mais oui, donc attendez-vous à ce que Marine vous demande que vous payiez des coups à boire pour fêter son anniversaire. Ah, ça y est, tu vas relancer ça. Voilà. Bah forcément, on doit le faire à chaque fois, forcément. mais toi, Aurélie, c'est pas sûr encore que tu y ailles. Non, mais c'est quand même. A priori, je vais tout faire pour y aller. Si, tu étais l'an dernier, toi, d'ailleurs. J'étais l'année dernière, oui, avec toi même. C'était vraiment sympa. Et puis, je profite du fait d'être un peu plus près, vu que je suis en Belgique en ce moment, avant de retourner en Norvège pour justement avoir plus de facilité à participer à ces shows d'été. En tout cas, Biathlon Live sera sur la place, sera dans la place, sera sur la place du paquet et dans la place, c'est plus simple. Mais oui, en tout cas, ça sera encore une belle édition du Nordic Festival, à en pas douter. C'est super sympa, que ce soit les cours, même le village à côté, les stands, et même on peut rencontrer les athlètes, les autographes et tout, même si c'est un peu la cohue pour aller les voir, forcément. On veut tous un autographe. Puis même le cadre. Le cadre, oui. Le cadre à Annecy, c'est pas mal. Tout est. Déjà, il y a du beau spectacle et puis l'ambiance est vraiment sympa. Annecy, c'est vraiment très joli. Enfin, il y a rien à acheter, on va dire. Ouais, c'est vraiment un week-end sympa. Martin Fourcade et ses équipes nous ont créé quand même un beau week-end, une belle compétition là, une belle fête populaire. C'est à l'image du biathlon finalement, de ce qu'on voit aussi même l'hiver sur la Coupe du Monde. Donc voilà pour le Martin Fourcade Nordic Festival. Maintenant, alors on s'est déjà projeté évidemment avec le nouveau système de points, mais là c'est notre petit plaisir quand même de ce podcast, de cet épisode. On va se projeter sur la prochaine saison de Coupe du Monde en dévoilant le programme. On est un peu impatient, je vous avoue, forcément dans l'équipe, de cette ouverture des saisons, même si on est quand même content d'être en été, de profiter du soleil et cette chaleur, mais bon, vivement l'hiver quand même. Donc la Coupe du Monde, donc le programme a été dévoilé il y a déjà quand même un petit moment. 25 courses individuelles au programme qui sont étalées sur 10 étapes. L'ouverture de la saison donc se fera le 29 novembre à Kontiolahti en Finlande. Alors petite nouveauté, donc le 29 novembre on sera un mardi. Donc la première course qui sera un individuel masculin, donc ce sera un mardi à 13h15. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que généralement l'ouverture se fait le week-end, un samedi ou un dimanche, qu'on avait il y a quelques années avec les relais mixtes. Là, ça sera donc le mardi avec un individuel. Alors vous me demandez peut-être pourquoi un mardi. Alors la raison n'est pas liée au biathlon, mais liée à un autre grand événement qui aura lieu en même temps. Alors non, ce n'est pas les caisses à savon qui seront diffusées sur la chaîne d'équipe, mais ce sera la Coupe du Monde de football qui, on sait, donc aura lieu au Qatar, un grand pays de foot en cette fin d'année. Donc on sait que forcément il fait très très chaud là-bas, donc forcément l'été ce serait compliqué pour les joueurs de jouer en plein été, en plein cagnard, donc c'est décalé en plein hiver. Et donc pour contrer un peu de pas avoir de courses en même temps que de matchs de Coupe du Monde, donc l'IBU a décidé donc d'avancer ou de reculer donc la première course, de la mettre en pleine semaine, donc pour avoir une ouverture donc qu'il n'y aura avec pas de match en opposition. Une décision intelligente pour vous que vous comprenez?
Moi, oui, parce qu'en plus, je pense que c'est des problèmes de droits télévisés ou c'est un peu les chaînes télé qui font un petit peu le programme pour pouvoir diffuser le plus de sport possible sans en enlever d'autres. Donc, oui, moi, ça me paraît plutôt logique d'adapter. Mhm. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que c'est en pleine semaine et forcément, bon, pas mal de Ouais, gens vont forcément. louper l'ouverture. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon. Après, on peut pas. Le problème, c'est qu'on peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme pour les Jeux Olympiques, quand ça se passe pas dans notre hémisphère, faut se lever dans les heures de la nuit, etc. Pour ce qui est mondial, on peut pas. Voilà, on peut pas satisfaire tout le monde. Donc forcément, il y a des moments où ça nous arrange moins. C'est quand on travaille ou c'est des horaires pas terribles. Donc voilà, faut faire avec. On peut pas tout avoir. De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, Non. exactement. Après, c'est pas non plus Enfin, c'est vrai que c'est une course d'entrée de saison, mais c'est vrai qu'on est aussi habitué à avoir des courses de biathlon la semaine. C'est pas non plus, c'est Oui, pas on est non habitué, plus mais inhabituel, si tu veux. D'avoir un C'est ça. individuel en semaine, ça reste courant. Enfin, ça reste normal. Ouais, mais généralement, on est quand même habitué à avoir notre petit week-end d'ouverture. C'est vrai. Voilà, Il faudra regarder Schuschön pour prendre ça comme un week-end d'ouverture sans points. Voilà. Exactement. Ouais. Donc voilà, donc on a appelé la FIFA si eux voulaient décaler. Bon, ils ont pas répondu, mais bon, ils étaient pas très intéressés apparemment. Ils ont pas peur apparemment, ils ont pas peur de la Coupe du Monde de foot de biathlon. Non. Mais ils devraient peut-être se méfier un peu. Il n'y a pas que le biathlon qui a impacté l'Euro de handball féminin, et plutôt que d'habitude, il se passe en novembre parce qu'il y a la Coupe du Monde en décembre et voilà, effectivement, il faut que rien ne se télescope avec la Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a pas que le biathlon que ça impacte. Après, le foot reste le sport le plus populaire en termes ouais, enfin, c'est le plus populaire mondialement, donc ça me paraît plus logique. Enfin, ça me paraît plus logique que ce soit le biathlon qui s'ajuste au foot que l'inverse. C'est sûr. Et si tu retrouves un match de l'équipe de France de football face à une course de biathlon. Forcément, voilà, je pense que beaucoup de gens, même qui sont fans de biathlon, mais qui sont fans de sport tout court, vont avoir tendance comme à aller vers le football vu que bon, c'est la Coupe du Monde et c'est un événement voilà. C'est tous les 4 ans. Voilà, donc, en attendant d'avoir une étape de biathlon au Qatar, au circuit d'été ou d'hiver. Et puis, voilà. On dira pas jamais parce que bon voilà avec tout ce qu'on voit actuellement, exactement. Mais normalement ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de match en opposition à des courses de biathlon durant l'hiver. Alors, normalement ça devrait être bon. À vérifier, mais il me semble qu'on avait regardé avec Emmerich et il me semble que la finale du mondial, c'est juste après l'étape du Grand Bournan. Tu m'as un peu spoilé la suite, Aurélie, mais pardon, j'allais autant pour revenir. moi. Mais donc du coup, alors ensuite une étape à Orphizen, toujours en deuxième position traditionnelle. Enfin, pour finir l'année, le mois de décembre, l'étape du Grand Mornan, donc avec en plus toujours le programme royal pour finir donc cette année, sprint, poursuite et mass start. Et oui, donc comme tu le disais Aurélie, on pourrait avoir un dimanche incroyable, mémorable même, donc avec les mass start, puis dans la foulée la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, pour ça il faudrait aligner quelques planètes forcément pour les fans français qui voudraient voir évidemment l'équipe de France en finale décrocher la 3e étoile, on l'espère tous évidemment, mais si on a les mêmes mass start que l'an dernier et puis aussi une équipe de France en finale, là oui, je ne sais pas dans quel temps on va finir le dimanche soir. C'est pas improbable, c'est pas non plus impossible, c'est difficile mais c'est réalisable. C'est ça. Je me réjouis. Donc ça peut être une folle fin d'année pour les fans de sport français et surtout de biathlon et de football. On risque peut-être d'aller sur les Champs-Élysées, en effet. Ouais, pour Noël. On va aller faire Noël sous les Champs-Élysées, tous ensemble. On espère que les biathlètes pourront peut-être monter sur le bus, impérial pour sur les Champs-Élysées, mais bon, ça c'est pas gagné. On n'y est pas encore. Ensuite, on va reprendre donc début janvier, alors avec un triptyque modifié puisque Oberhof, qui est normalement en ouverture en début d'année, organisera donc les mondiaux en février, donc du 8 au 19 février. Donc c'est l'étape de Pokluka, donc l'étape slovène qui avait organisé les mondiaux en 2021.
donc qui est placé en première place, en tout cas dans le calendrier en janvier, et donc qui sera suivi, donc après ça ne change pas, par RuPaul et par Antols. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, Marine, mais tu seras toujours en tant que bénévole normalement au Grand Mornan? Pour l'instant, je suis pas encore inscrite. Mais tu as l'envie? On n'en a pas encore parlé. Oui, j'ai toujours envie, oui. Ok. Donc les mondiaux, donc je le disais, d'Oberhof, ça va être l'événement phare de la saison. Donc comme je le rappelle, les mondiaux ne compteront plus pour le classement de la Coupe du Monde. Là, on ne misera que les médailles pour les athlètes. Ensuite, la dernière partie de saison déjà, le mois de mars, avec une reprise à Novi Mesto, comme c'était le cas. Ah non, c'était pas le cas l'an dernier. C'était il y a 2 saisons de cela, je crois. C'est ça, 2 saisons de cela, ouais, où il y avait une double étape à Novi Mesto, et qui sera ensuite suivie par une, voilà, oui, c'est ça exactement, et qui sera ensuite suivie par une tournée scandinave avec Östersund, puis les traditionnelles finales à Oslo, Holmenkollen en Norvège, qui verront remettre aux athlètes les différents globes. Vous avez, alors à part Marine, donc sur le Grand Mornan, vous avez aussi peut-être une étape que vous visez pour aller sur place. Aurélie, encore Oslo comme l'an dernier? Ouais, je pense qu'Oslo parce que c'est chez moi, mais c'est vrai que je serais pas contre aller une autre étape aussi. À voir. Ouais, c'est déjà lassant, c'est lassant quand même d'aller tout le temps à Oslo. C'est jamais lassant d'aller à Oslo, jamais. Et puis bon, l'avantage d'Oslo, c'est vrai que c'est la fin de saison, donc c'est vrai que c'est festif. C'est vrai que enfin ouais. Puis en plus en fin de saison, il fait généralement assez beau, il fait pas si froid. Donc c'est pas mal. Non, je conseille Oslo quand même, mais je serais pas contre d'aller à une autre étape non plus. En plus. Ouais, moi c'était encore en pleine réflexion pour moi, j'avoue. Ouais, pareil, il faut regarder le calendrier, faut voir. Normalement mes papiers seront à jour pour la prochaine saison. Il ne devrait avoir de problème, voilà. Je n'en dirai pas plus. Alors on va quand même faire un petit débat sur cette saison. Et d'ailleurs, je parlais d'Oslo parce que tu as vu un débat avec Emeric quand tu étais sur place, Aurélie. Parce que c'était aussi c'est un sujet qui revient souvent, c'est sur les individuels. Il y a très peu d'individuels comme ces dernières années, surtout sur les années olympiques où finalement on remet le globe de la spécialité que sur 2 courses. Donc avec Emeric, vous nous aviez dit, je crois que c'était lors du débrief d'Oslo, justement, que vous aviez pas mal discuté et que finalement vous étiez venu l'idée que si finalement on pouvait tout simplement supprimer le format individuel, de plus le mettre au programme de la Coupe du Monde. Et donc ce qui est incroyable, c'est que je crois que l'IBU, on prend l'importance, le podcast Biathlon Live prend de l'ampleur. Je crois que l'IBU nous écoute, puisque finalement ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont finalement fait l'inverse, ils ont mis un individuel en plus sur la prochaine saison. Il n'y en aura pas 3 mais 4 sur la prochaine saison de Coupe du Monde. Donc 4 individuels qui vont pour décerner donc des points sur le classement général de la Coupe du Monde, mais aussi donc pour décerner le petit globe. Donc au lieu de 3 en saison hors olympique. Donc 4 courses. Est-ce que pour vous c'est suffisant d'avoir 4 individuels? C'est déjà mieux, mais c'est vrai que après moi j'aime pas trop l'individuel. Je l'admets, mais je suis pas contre qu'il y ait des individuels. Par contre, je trouve que c'est totalement pas pertinent d'en mettre si peu. Soit t'en mets pour que ce soit d'avoir des résultats qui valent quelque chose, ou soit t'en mets pas du tout. C'était surtout là-dessus qu'on voulait en venir avec Emeric, que soit tu mets des courses où tu as un résultat, un classement qui veut dire quelque chose, soit t'enlèves carrément ce format de course. Mais c'est vrai que c'est 4, c'est mieux, ouais, je sais pas, Romain, j'en sais rien. Ouais. Sur cette saison, donc, il y aura 4 individuels, 8 sprints, 8 poursuites. D'ailleurs, je pense qu'on sera tous contents qu'il n'y aura pas de sprint seul. Il y aura toujours un sprint poursuite. Il y aura toujours un sprint suivi d'une poursuite, ça, ce qui est plutôt très positif, je trouve. Et il y aura aussi 5 mass start. Ouais. Bah oui, moi personnellement, j'aime pas les sprints forcément. Et c'est vrai que c'est tellement corrélé à la poursuite que je comprends pas, même si c'est le format type du biathlon, les sprints sans poursuite. Et je préfère récupérer un individuel au détriment d'un sprint sans poursuite. Alors là-dessus, je suis d'accord. Par contre, je trouve qu'un sprint sans poursuite est peu intéressant. Là, je te rejoins.
Autant mettre un individuel qui a une vraie course qui suffit à elle-même, on va dire. Voilà. Mais bon, mais 5 Mastart, c'est pas beaucoup, non? Normalement, il y en a un peu plus, non? Non. Au moins 6? Non, c'est 5 tous les ans. ouais, généralement, ouais. Ah, c'est vrai que les Mastart, ça commence tard parce qu'il faut des points pour que ce soit aussi. Exactement. Faut aussi que ce soit pertinent. Il faut un premier tri dans les premières courses pour faire bien un sûr. premier classement général. Et, il faut des premiers, oui, bien sûr, évidemment. Déjà dégager les 30 premiers, c'est ça, exactement. Ok. Bon, bah, voilà, pour un petit débat, hein. Un petit débat, voilà, un petit débat des familles. Très enlevé. Voilà. Et toi, alors, Romain, t'en penses quoi de l'individuel? Ce que j'en pense, merci de me poser la question. Non, moi, je suis plutôt content. Enfin, moi, le format de l'individuel, j'aime plutôt le format comme Marine, j'aime bien. C'est vrai que c'est pas le format le plus excitant, ça c'est sûr, mais c'est un format qui est plutôt ouvert, finalement, on sait avec la minute de pénalité. Ouais. On peut avoir des petites surprises, même si bon, on trouve quand même souvent les hommes forts devant ou les femmes fortes, mais c'est un format qui différencie des autres aussi, avec il n'y a pas de note de pénalité, et d'avoir 4 individuels, d'en avoir un de plus, forcément, oui, je suis plutôt pour, parce que je pense que je l'ai souvent dit en plus, lors des derniers épisodes, des débriefs, que ça rime à rien de donner un globe avec 2 scores. Enfin, franchement, autant le supprimer tout court, même si je suis pour garder ce format-là, le format historique, mais qui tendait. Oui, voilà, c'est quand même le format historique. Voilà. Donc, moi personnellement, je suis assez attaché à tout ce qui est patrimoine et je trouverais dommage qu'ils disparaissent. Qu'ils soient pas en nombre, etc. Ouais. Voilà, mais de lui redonner de l'importance, moi je trouve ça bien. Ouais, mais dans ces cas-là, il faut le mettre. Si tu veux garder ce format historique, il faut le mettre plus en valeur que ce qui a été fait ces dernières années. Parce que ouais. Bah, ces dernières années, on s'approchait d'une fin de l'individuel, et finalement là, ces années, on voit que l'IBU finalement. Mais donc du coup, ils ont abandonné le super sprint. Ça, c'est pas d'actualité. Ce n'est plus d'actualité actuellement, ouais. À la base, ça devait se faire lors de l'année Covid, mais bon, avec tous ces problèmes-là, ils ont décidé de pas le faire, et ils ont aussi décidé de le refaire aussi, de revoir la configuration de ce format-là, de faire des boucles plus longues aussi. C'est un format qui a été pas mal critiqué, donc moi je suis plutôt content qu'il ne soit pas encore au calendrier. Ouais. Il me semble que les athlètes étaient pas tellement pour, il me semble. Ils étaient plutôt d'ailleurs, on en a parlé avec Lou Jean Monod, qui elle aime plutôt ce format-là, mais qui c'est un format qui est encore plus différent des autres. C'est du tir, quoi. C'est du tir plus que du ski. Ouais. Voilà, exactement. Même si ils ont rajouté des quelques mètres en plus, finalement, pour faire une homogénéité entre le ski et le tir, mais ce n'est pas encore d'actualité. En tout cas, pas de super sprint à l'horizon sur la Coupe du Monde, et c'est tant mieux pour moi, en tout cas. Donc voilà pour le calendrier de la Coupe du Monde, et voilà donc pour cet épisode. Je pense qu'on a fait pas mal de tours de plein de sujets, en tout cas. Je pense que on est revenu sur pas mal de choses. Merci Aurélie et Marine de m'avoir accompagné sur cet épisode. On a pas mal discuté. Oui, merci à toi de nous avoir invités. Oui, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait plaisir de rencontrer biathlon. Ça faisait zizir, en effet, de revenir. Ouais, mais c'est vrai que le planning étant assez light cet été en termes de stage, on est un peu dans un dans un creux là. Dans un creux, c'est assez bizarre, donc ça relance un peu la machine d'en parler. Voilà, on revient d'attaque. Ouais, puis ça sera vite là, le mois de novembre. Ça va aller vite. Oui, ça va vite arriver. Ça va aller vite quand même. C'est encore très très loin, mais bon, le temps passe très vite quand même. On va avoir en plus les courses, les compétitions, les shows, le Summer Tour. On va prendre tout ce qui vient, et finalement, ça va arriver comme d'habitude. Et ça va repartir après aussitôt aussi, très vite. Ouais. C'est une boucle infinie. Mais tu vois trop loin là. Voilà. Oui, je vois trop loin. On va quand même pas aller jusqu'à la fin de saison de la prochaine saison, mais. Et on a encore le temps, mais oui, ça va arriver très très vite. Pas de prono sur le vainqueur du prochain Gros Globe là maintenant au mois de juillet. Oula, mais non, on aura le temps, on aura nos previews pour ça comme d'habitude, mais oui, on va revenir d'attaque pour les prochains tours d'actualité, mais aussi avec des invités forcément aussi. Je sais que vous aimez bien ces épisodes là, et on va travailler sur ça, et on va vous faire plaisir d'inviter
des biathlètes. Bon, merci encore Marine, merci Aurélie, merci de nous avoir écoutés. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Allez, salut tout le monde. Ciao. Salut.